Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la définition efficace des jeux de données de test, qu'on appellera souvent par la suite JDD. Avant de démarrer, permettez-moi comme d'habitude de vous donner quelques informations logistiques. Le webinaire alternera slides et démonstrations. Si les copies d'écran sur les slides ne sont pas très visibles, ne vous inquiétez pas, les choses seront plus claires au moment de la démo. Nous prévoyons 30 à 35 minutes pour la présentation, démo comprise, que nous ferons évidemment avec notre produit Yest. Et nous répondrons en fin de session à votre question pendant 10 à 15 minutes. Vos questions, justement, sont à poser en utilisant la fonction chat proposée par GoToWebinar. Je vous ai indiqué sur ce slide où se trouve cette fonction dans le panneau de contrôle. Normalement, c'est à droite de votre écran. Une chose importante, à la fin du webinaire, nous avons mis en place un sondage avec une seule question. Merci d'y répondre avant de quitter ce webinaire pour nous aider à vous apporter les informations les plus pertinentes la prochaine fois. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas assisté à nos webinaires précédents, ils se trouvent sur notre chaîne YouTube. Tapez Smart Testing dans le pavé de recherche de YouTube et le premier lien qui s'affiche est notre chaîne. En suivant ce lien, vous accédez aux vidéos des webinaires précédents sur l'automatisation des tests et sur la TDD. Nous sommes deux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. Moi-même, Michel Guèze, qui suis le dirigeant de Smart Testing, et Arnaud Bouzy, qui en est le Product Manager. Un mot sur Smart Testing, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Smart Testing est un éditeur de logiciels français. Smart Testing est connu mondialement comme spécialiste du model-based testing depuis 2003 avec un produit qui s'appelle Certify It. Le model-based testing, je le rappelle, est une méthode de conception de tests par génération automatique à partir d'un modèle comportemental qui peut être développé soit en langage UML, soit BPMN ou autre. En 2017, nous avons lancé un nouveau produit, Yest, qui rajeunit le model-based testing en le rendant plus pragmatique, beaucoup plus simple et agile. C'est pourquoi nous parlons plutôt avec Yest de conception-implémentation visuelle et agile des tests en supprimant toute référence à la notion de modèle qui n'a plus vraiment lieu d'être avec cet outil. Yest est destiné en priorité aux équipes de test du système d'information et nos clients avec cet outil sont donc essentiellement des grands acteurs du monde de la banque assurance, des télécoms, du transport, de l'énergie, etc., que nous adressons en direct ou via leurs prestataires de services ESN préférés. Dans tous les cas, les produits de Smart Testing se concentrent sur les étapes de conception et d'implémentation des tests pour accélérer et améliorer l'ensemble du processus de test, depuis l'analyse jusqu'à l'exécution, et que cette exécution soit réalisée manuellement ou automatiquement. Voilà pour les présentations d'usage. Passons au sujet du jour, les jeux de données de test. Ça a permis aux retardataires d'arriver. Alors, les données de test, les jeux de données, c'est un sujet crucial dans le processus de test puisqu'il conditionne la bonne exécution des campagnes de test. Si des données sont manquantes au moment de l'exécution des tests, évidemment, la campagne est perturbée et on peut ainsi perdre des heures extrêmement précieuses. Les jeux de données sont également un élément constitutif de la couverture de test. On parle souvent comme un aspect de couverture à part en utilisant l'expression couverture des données. Et enfin, les JDD constituent aussi un élément clé de l'automatisation des tests. L'automatisation, en effet, n'a pas seulement pour but d'accélérer l'exécution et de réduire son coût, donc dans une optique de gain de productivité, elle sert aussi à exécuter plus de tests et à éprouver la robustesse du système en utilisant une forte variabilisation des données, c'est-à-dire exécuter plusieurs fois le même test avec des données différentes. L'automatisation joue donc aussi un rôle dans l'amélioration de la qualité des applications testées. Les jeux de données sont donc cruciaux dans le processus de test, mais la définition et l'approvisionnement de jeux de données corrects à tout point de vue et disponibles au moment où on en a besoin, c'est un vrai challenge. La toute récente enquête de Micro Focus et Capgemini, le fameux World Quality Report, est à cet égard éclairante.
Elle constate que les organisations perçoivent les différentes problématiques liées au JDD comme toujours plus difficiles à adresser efficacement. Bon, bien sûr, c'est aussi dû à l'apparition de nouvelles contraintes réglementaires comme le RGPD, les cycles de développement plus courts et plus nombreux amenés par l'agilité, par l'IoT et d'autres choses encore. Mais cela confirme que les JDD, c'est pas de la tarte, d'autant que Excel demeure l'outil le plus répandu pour les créer et les gérer. Le World Quality Report focalise l'attention du lecteur surtout sur les difficultés de sourcing des données, et vous trouverez effectivement une littérature relativement abondante sur ce sujet. Mais ce qui va nous occuper, nous, aujourd'hui, c'est plutôt la phase amont de définition des jeux de données, phase non moins cruciale que celle du sourcing. En effet, si on ne sait pas précisément ce qu'on cherche, la chasse aux données est encore plus compliquée. Dans cette phase de définition des jeux de données, quelles sont les clés du succès? Eh bien, selon nous, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la capacité à distinguer les données de conception, généralement des données logiques, des données d'implémentation ou d'exécution qui sont des données physiques, et à gérer efficacement le lien entre elles tout au long du cycle de vie des tests. Deuxièmement, c'est la capacité à identifier rapidement les combinaisons de données qui sont mises en œuvre dans les scénarios de tests qui ont été produits. Et là encore, sur la durée du cycle de vie des tests, ce qui implique de maintenir efficacement ces combinaisons. Et troisième clé, la capacité à variabiliser les données d'implémentation utilisées lors de l'exécution des tests de façon pertinente en fonction de la stratégie de test et des modes et contraintes d'exécution. Voilà, ce sont ces 3 clés que nous allons détailler dans les quelques slides suivantes et évidemment lors de la démo que nous ferons avec notre outil YEST, cela va de soi. Commençons par la distinction entre données logiques de conception et données physiques d'exécution. Comme vous le savez, l'ISTQB fait le distinguo entre conception des tests et implémentation des tests, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas malheureusement des équipes de test. Notre outil YEST, lui, facilite la mise en œuvre de cette approche à plusieurs niveaux, dont celui des données. Dans la phase de conception, c'est la logique métier qui est prise en compte, alors que l'implémentation se focalise sur la préparation des tests dans leur version exécutable. Que l'exécution se fasse d'ailleurs manuellement ou automatiquement. L'automatisation des tests, ce n'est qu'une forme particulière d'implémentation. Pour les données, cela veut dire qu'en phase de conception, on va préférer les données logiques. Par exemple, un contrat d'assurance auto destiné à un jeune conducteur masculin conduisant une voiture de moins de 6 chevaux. Cette expression logique de la donnée dans les scénarios de test facilite le dialogue et la validation par les métiers. Si vous faites relire vos tests au métier avec des données d'implémentation, par exemple le numéro de contrat, le nom du conducteur et le modèle de la voiture, le métier risque de vous renvoyer dans vos buts. Mais ce sont bien ces données-là, ces données physiques-là qui sont nécessaires lors de la campagne de test. Donc, premier avantage de cette distinction entre données de conception logique et données d'implémentation physique, une communication adaptée aux interlocuteurs avec lesquels l'analyse de test interagit. Le deuxième avantage, c'est d'associer une signification métier à une donnée et ainsi de faciliter l'approvisionnement en données d'exécution pertinentes et pour leur maintenance. Le troisième avantage, si vous utilisez notre outil YEST, c'est que vous aurez un point de maintenance unique de vos données, car il ne vous a sans doute pas échappé que notre jeune conducteur Philippe Dubois, né le 30 septembre 1992, passera le cap des 26 ans, il ne sera donc plus un jeune conducteur, fin septembre là. Les tests, ça évolue, les données aussi. Elles sont parfois périssables et il est plus facile de les maintenir avec un outil comme YEST qui gère le lien entre données logiques et données physiques et qui gère la propagation des modifications des données dans l'ensemble des scénarios de test. Une fois les scénarios de test produits avec les données de conception,
on se retrouve face à un deuxième challenge. Les scénarios produits se comptent par dizaines, voire par centaines, et pour chacun d'eux, il faut sélectionner le jeu de données à l'œuvre et éviter les redondances. Pas de miracle, pour faire cela vite et bien, un outil est indispensable. Yest, en l'occurrence, va calculer pour vous les jeux de données de conception et vous indiquera les modifications de ces jeux lors des évolutions fonctionnelles. C'est un gain considérable de temps et une source d'erreur en moins dans votre processus de test. Voilà, les choses ont été faites de façon structurée. On a nos jeux de données logiques de conception. Il s'agit maintenant de leur associer des données physiques d'implémentation. C'est là qu'intervient la problématique de sourcing des données qui n'est pas l'objet de ce webinaire, mais le sourcing n'est pas la seule difficulté à ce stade. Un autre challenge consiste à monitorer l'intensité des tests. Là encore, un outil comme Yest s'avère bien utile à condition qu'il se laisse piloter finement par le testeur, qui seul connaît la stratégie de test et qui saura décider de la bonne variabilisation des données. Dans notre exemple, là, en fonction de la stratégie de test et des contraintes d'exécution, on va pouvoir choisir d'exécuter le test une seule fois avec un seul jeu de données, soit deux fois avec deux jeux de données différents, par exemple en utilisant le test aux limites sur la valeur de bonus, 0% et 50%, soit avec les trois jeux de données. Voilà, la partie PowerPoint de notre session d'aujourd'hui est terminée. Continuez de poser vos questions sur le chat et puis nous allons passer maintenant à la vision pratique des choses avec la démo. Alors, lors de cette démo, mon collègue Arnaud va vous montrer assez vite la partie conception visuelle des tests avec Yest, dont le résultat est la production de scénarios métiers avec leurs données logiques de conception. Puis, il vous montrera comment se fait l'implémentation des tests avec Yest, avec un focus bien sûr particulier sur les jeux de données, la préparation des jeux de données. Enfin, il vous montrera la publication des tests manuels dans Excel et des scripts automatiques pour Selenium. Voilà ce pour introduire la démo et je vais laisser maintenant la parole à mon ami Arnaud. Eh bien, bonjour. Alors, je vais prendre la suite pour la partie démonstration. Donc, on a ici un exemple de parcours applicatif. Donc, on va aller assez vite sur la partie présentation générale du fonctionnement de Yest. Je vous invite aussi à revenir sur les autres webinaires qu'on a fait sur le sujet qui vous permettront d'aller plus en détail sur ces parties-là. Bon, ici, j'ai un projet avec un parcours applicatif. Alors, un parcours applicatif, donc en gros, ça va être le flow que vont suivre nos scénarios de test. Et puis, on aura les détails de ce qui se passe dans chacune des étapes à l'intérieur des rectangles qu'on voit ici qui représentent des tâches finalement de test. L'application qu'on va tester ici, c'est un crédit à la consommation. Donc, on va suivre un certain nombre d'étapes. Ici, je vais d'abord vérifier les données du crédit, puis celles du client, puis signer et enregistrer le contrat, avec des points de sortie intermédiaires qui sont là pour traiter les canons passants. Et puis, en dessous de chacune de ces différentes tâches, on aura donc, par exemple ici sur la vérification des données clients, on aura les différents cas à tester. Voilà, je veux tester pour un étudiant, pour un salarié, un retraité, avec des fourchettes d'âge qui sont autorisées par MySpec sur chacun de mes profils de clients. De la même façon, sur le crédit, on aura aussi
en fonction d'un montant, cette fois-ci qui est décrit de manière numérique, hein, mais on pourrait aussi le décrire de manière complètement logique. Pour un certain type de bien, pour une certaine durée, le crédit sera invalide ou invalide en fonction du contexte. Ça, c'est la partie euh, écriture et définition dans son aspect graphique. Et à partir de là, on génère un certain nombre de tests au choix du testeur. Hein. On peut les générer, les construire manuellement. Mais globalement, un test va ressembler à ça, tel que vu dans Yest, c'est-à-dire que on va reprendre les étapes de test qui se trouvent dans les différentes cases qu'on a ici, et puis on peut suivre directement le parcours à côté, hein, qui représente les étapes par lesquelles passe ce scénario. Donc on va retrouver ça sur chacun de mes scénarios. Hein, si ça c'est pour un salarié, donc on va jusqu'à la signature et l'enregistrement du contrat. Pour un retraité, ben non, c'est comme ça. Donc le crédit est refusé, enfin le client finalement est considéré comme inéligible pour ce type de crédit. Et donc on aura une sortie ici en client inéligible sur ce scénario. Donc visuellement, on peut bien se représenter la façon dont chacun des tests travaille et sous quelle forme il est représenté par rapport à ce qu'on a au niveau du parcours. Donc vous voyez que les données qu'on manipule ici, hein, bon, à part le montant qu'on a laissé plus à titre démonstratif pour indiquer qu'on peut mixer finalement les différents types de données, ici, les données qu'on manipule sont toujours des données exprimées de manière logique. On les retrouve sur le côté ici, hein, par exemple les différentes durées qui sont manipulées. En fait, j'ai 3 types de durées, entre 6 et 24 mois, entre 10 et 36 ou une durée quelconque. Donc à partir de là, on va pouvoir publier les tests qu'on a produits selon différents critères. Et c'est ce qu'on va voir par rapport, sous l'angle des données, comment est-ce que ces différents scénarios seront publiés. Donc là, on a choisi d'utiliser le référentiel de test le plus courant et le plus classique, c'est Excel évidemment. Et donc, on va avoir ici le format de publication Excel, mais le principe s'applique à tous les outils de test, enfin, tous les référentiels de test manuels avec lesquels on s'interface. Vous voyez, on a toute une liste qui sont là et qui n'est pas exhaustive, hein, ALM, Squash, X-Ray, même une publication HTML, enfin, et après, ce genre de publication s'effectue sur différents référentiels, et même des référentiels nouveaux, hein, on s'adapte à ce type de situation. Mais ici, dans Excel, on a une présentation qui est très simple, finalement, qui permet de voir de manière synthétique la façon dont les données seront représentées et qui ne fait pas appel à des connaissances particulières sur l'usage de tel ou tel outil. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré cette présentation-là. Alors, ici, vous voyez que j'ai une présentation du test, enfin, au niveau de la publication, le choix de dire je vais faire une publication à haut niveau ou une publication de niveau détaillé. Donc, la publication de haut niveau, celle par laquelle je vais commencer, c'est celle qui finalement va me servir d'outil de dialogue, en dehors évidemment des présentations des parties applicatives, des parcours applicatifs, celle qui va me servir d'outil de dialogue avec les sachants fonctionnels pour la validation des tests que j'ai envie de publier. Et donc, ici, cette publication va reprendre les scénarios de test tels que on les a vus dans Yest finalement. Donc ici, on manipule les mêmes données, on a le déroulement des scénarios, et puis on retrouve chacun des éléments. Et donc ici, on peut discuter, amender, revoir un peu la façon dont ça se présente, et ensuite adapter le parcours applicatif et les scénarios aux besoins exprimés par l'équipe fonctionnelle. Mais on reste dans quelque chose de lisible, ce qui est souvent le problème hein, quand on fait relire les scénarios de test par les fonctionnels, c'est qu'ils s'écoutent généralement une semaine de politesse pour dire je suis en train de relire, et puis finalement, pratiquement aucune relecture n'est faite. J'espère qu'il n'y a pas trop de fonctionnels au bout du fil. Mais voilà, c'est parce qu'on aura des tests trop détaillés et qui ne seront pas signifiants par rapport à leur pratique habituelle. Donc là, on a ces tests sous cette forme et quelle que soit la forme qu'on va adopter ensuite, c'est toujours les mêmes tests dont on va parler et c'est ça qui est important finalement, c'est qu'on garantit l'unicité du contenu. Il n'y aura pas de dérive entre les différentes
les différentes façons de travailler. Et donc ensuite, on va passer sur un mode plutôt implémentation. Et donc ce mode implémentation va avoir deux impacts forts. Donc le niveau de représentation qu'on va utiliser ici, qui est le niveau détaillé, va consister à dire finalement chaque fois que je rencontre cette action de vérification de données des crédits dans mes scénarios, je vais la remplacer par une séquence plus précise des actions à effectuer sur l'application, un mode opératoire qui sera beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, de manière à ce que l'exécutant du test, finalement, n'ait pas besoin d'avoir le même niveau de connaissance fonctionnelle qu'un sachant ou que le concepteur du test. Et vous voyez qu'en plus, ici, on manipule des nouvelles données, là, le matériel, le browser, le nombre de mois, qui sont utilisés non plus dans le test tel qu'il a été conçu dans YEST, mais qui seront utilisés dans le test qui sera effectivement exécuté. Et c'est là qu'on va faire la jointure entre les deux. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça va se passer en plusieurs étapes. On va d'abord définir les jeux de données que l'on va manipuler. Alors ici, on a fait le choix de distinguer le type de browser utilisé, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'aspect fonctionnel, mais c'est quelque chose qu'on va vouloir tester, certainement plus dans l'automatisation que dans le test manuel, mais on pourrait faire aussi, et on va faire certainement un échantillonnage. Et puis les différents clients qu'on va manipuler dans cette application et les différents types de crédits qu'on va réaliser. Alors cette table-là, elle ne sort pas de rien du tout. Hein. En fait, je vais vous montrer la façon dont on peut la construire. C'est-à-dire que à partir d'ici, je vais créer un ensemble de jeux de données. Et puis, je vais dire quelles sont les données qui vont participer à cet ensemble. C'est-à-dire que je vais choisir des données de conception, celles qu'on a vues qui sont utilisées dans les parcours et dans les tables. Donc, par exemple, on va prendre quelque chose qui ressemble à ce qu'on aura dans le crédit. Hein. Je vais prendre la durée du crédit, son montant, le type de bien acquis, par exemple. Et puis, en plus de ça, je vais lui associer des données d'implémentation qui sont déjà présentes ici, mais qu'on pourra rajouter à la volée. Bah, le nombre de mois, la mensualité, le matériel, qui sont des données qui participent, et puis le taux, tiens, on y est, qui participent à la définition correcte de mon crédit. Donc, quand je crée ce jeu de données, voilà, il est vide, là, il est prêt à être rempli. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je vais corréler un montant, une durée, un type de bien du niveau de la conception avec le nombre de mois, le matériel, le taux et les mensualités du niveau de l'implémentation. Et donc, pour construire cette table au départ, ce qu'il me faut, c'est savoir quels sont les jeux de données qui sont effectivement utilisés déjà au niveau conception. En fait, ça se fait très simplement. Je sélectionne les tests que je vais publier, je les drague ici, et en fait, YEST me produit déjà les combinaisons qui sont nécessaires entre les différentes données de conception. Je peux aussi dire, tiens, ben en fait, sur le contrat salarié, là, j'en ferai peut-être un peu plus. Alors, je vais rajouter celle-là, et ça me fait une ligne de plus avec les mêmes données que précédemment, mais c'est prêt à remplir. Et donc maintenant, il me restera à trouver les bonnes valeurs qui correspondent ici et qui vont finalement servir à alimenter mon projet. Mais vous voyez que, par exemple, pour la durée, là, j'ai entre 10 et 36. Bon, ben, assez facilement, je vais pouvoir choisir une durée, non, pas 4, 24, mettons, qui va satisfaire à ces critères-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si mes durées évoluent, eh ben, je verrai très vite que ma durée de 24 mois elle ne correspond plus à ce que j'en attendais et donc je pourrai la corriger en conséquence. Donc je vais garder cette table-là et ça va me donner un lien pour la suite, pour la maintenance de mes ensembles de données. Je vais garder cette identification entre une combinaison de données de conception et une combinaison de données d'implémentation. Voilà, donc dans cette partie-là, on aura construit des jeux de données à partir desquels on va pouvoir s'alimenter au niveau des campagnes. Et donc, dans une campagne, je vais simplement sélectionner les jeux de données qui vont participer à la réalisation de cette campagne, c'est-à-dire qui vont être utilisés sur chacun des scénarios. Et YEST va m'assister pour produire des combinaisons de données qui sont valides
pour chacun des scénarios qui sont là. Alors, je peux même le refaire d'ailleurs sur la première campagne ici. Hein. Je vais sélectionner, voilà, j'ai besoin de travailler sur le choix du browser, le client, le crédit. Et puis, quelles sont les combinaisons de données qui sont associables finalement? Ça serait un peu embêtant d'aller les choisir tout seul. Donc ici, simplement je clique ici sur la génération et ça me propose, c'est le testeur qui va choisir, hein, mais ça me propose une combinaison de mes jeux de données avec les données de conception qui correspondent à ce scénario, donc salarié entre 14 et 60 ans, et puis des données physiques qui satisfont telles que définies dans mes jeux de données initiaux. Et je peux les changer, hein, je peux dire, bah non, moi je ne vais pas faire mes tests sur Internet Explorer, je vais faire sur Chrome, et donc ça va faire évoluer Chrome. Donc Amélie Nothomb, je préfère Fred Vargas, c'est mon choix, donc je sélectionne les éléments de données qui satisfont mieux pour ce test-là. Donc je pourrais éditer tout ça. Donc le principe est toujours de fournir une assistance, mais d'obliger à rien finalement. Hein, c'est le testeur qui va faire ses choix et les fait en fonction de critères qui lui sont propres. Donc maintenant j'ai des jeux de données, alors j'en ai mis un ici puisqu'on va faire du test manuel encore. J'ai un certain nombre de jeux de données qui sont utilisés pour chacun des scénarios. Si je reviens sur ma publication, au niveau détaillé, maintenant, vous voyez que les choses sont passées en vert, là, parce que j'ai un descriptif détaillé qui référence ces données d'implémentation. Et donc, maintenant, je suis prêt à produire ces tests-là. Ceux qui sont en jaune ici, c'est parce que finalement, j'ai pas de données de représentation de niveau détaillé. Hein. Ça reste, signature et enregistrement sont peut-être suffisamment explicites comme ça pour qu'on puisse produire le scénario. Et donc, quand je vais publier ici, tiens, je vais vous montrer aussi. Non, je vais laisser comme ça. Quand je publie ici, je vais avoir une nouvelle version cette fois de mes scénarios où j'aurai les jeux de données qui sont associés là, avec leur petit nom, le détail précis de mon scénario tel que décrit en version détaillée et les valorisations des données correspondantes. Donc ici, on demande à Jules Vallès sur Internet Explorer pour une durée de 10 mois et il va acheter un lave-vaisselle pour lui. Donc toutes ces informations-là seront prêtes à exécuter, hein, puisque maintenant on a des données satisfaisantes. Donc si je regarde aussi ici, je peux voir quel est le jeu de données associé à chacun de mes scénarios de test. Hein. Bon, là, ici, j'en ai qu'un seul, mais ça me permet d'avoir quelque chose de synthétique, encore une fois, sur les données qui sont utilisées et prêtes à l'emploi. Si je décide de variabiliser un peu plus, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ma campagne d'exécution, je vais rajouter, mettons, une nouvelle combinaison de données qui satisfait à ce qui est demandé sur ce scénario. Donc là, je peux rajouter une combinaison aléatoire en plus ici. Voilà, il me prend Internet Explorer, un mini Nothomb, donc il choisit pour moi, ça me va très bien. Je reviens sur ma publication, je publie à nouveau. Et là, vous voyez que sur le scénario sur lequel j'ai rajouté un jeu de données, maintenant j'ai deux jeux de données qui sont exprimés, je le vois en version Fred Vargas sur Chrome, mais je peux aussi le consulter en version Amélie Nothomb sur Internet Explorer. Et donc j'ai ici les données qui sont remplacées, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette publication, puisqu'on peut voir les variations possibles directement sur le scénario utilisable, directement sur le même support. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les outils, dans les référentiels de test, où on aura plutôt l'exploitation de ces jeux de données à côté. Donc voilà, là j'ai la possibilité de choisir cette variabilité à ce niveau-là. Alors, pour le test manuel, en général, on va être plutôt sur un nombre restreint de jeux de données, voire un seul. Hein. Mais quand on va travailler en automatisation, à ce moment-là, on ira beaucoup plus loin et on va chercher à manipuler plus de jeux de données pour le même scénario de test initial. Hein. Toujours mes différents scénarios ici, c'est eux qui vont être exécutés aussi en test automatique, mais en les exerçant de manière plus intensive.
Et donc, si je regarde la façon dont ça se passe en automatisation, hein, je retrouve toujours les différentes actions qui sont manipulées dans mes scénarios de test, de la même façon que pour le test manuel en détaillé. Mais là, le détail est exprimé d'une manière différente. C'est-à-dire que vérifier les données du crédit, cette fois, ça va s'implémenter sous la forme d'une succession d'appels à des mots-clés qui sont disponibles finalement et qui sont réalisés par l'automaticien de test. Et on retrouve à nouveau les données de conception ici, le montant, la validité du crédit, ça on peut les utiliser directement. Et puis, on va retrouver les données d'implémentation qui ont été définies dans les tables, le nombre de mois, le matériel, le taux, et puis la mensualité ici. Donc, ces éléments-là vont servir de paramètres qui seront utilisés dans le script qui sera implémenté pour chacun des scénarios. Et puis, on va choisir donc l'intensité de test toujours de la même façon au travers de la campagne. Et cette fois, c'est ma campagne qui sert pour l'automatisation. Ici, voilà, je suis à peu près dans les mêmes circonstances, sauf que cette fois, je voudrais avoir toutes les combinaisons. Et simplement ici, en cliquant, je vais avoir toutes les combinaisons possibles qui satisfont toujours aux mêmes données de conception, mais cette fois en faisant varier au maximum le choix du browser, le client le type de crédit, donc qui correspond au produit adopté là, et à sa durée. Donc, vous voyez qu'ici, on va jusqu'à 24 exécutions différentes qui seront réalisées sur le même test et en un clic, je peux choisir. Donc, après, je peux filtrer là-dedans, en enlever, en rajouter. Enfin, là, je suis au maximum. Mais je pourrais décider de l'usage de mes jeux de données de manière assez spécifique finalement pour chacun des scénarios. Et sur chacun des scénarios, j'aurai un nombre de combinaisons qui seront dépendantes des données initiales et des données de conception qui sont utilisées sur ce test. Donc, quand je ferai la publication, déjà, je peux regarder la forme qu'aura mon scénario avec cette valorisation de données. Vous voyez ici, là, on voit la séquence complète finalement d'appels à des mots-clés avec les données qui sont valorisées. Ici, j'ai une durée de 12 mois, Home Cinéma autre, Amélie Nothomb. Et puis, si je change de jeu de données, je vais passer en Fred Vargas. Là, voilà, je retrouve Fred Vargas avec sa date de naissance et puis son métier approximatif. Et donc, j'aurai les différentes possibilités de présentation de ces différentes données qui seront visibles ici avant même la publication. Donc, quand je vais faire la publication effective, je vais fabriquer des fichiers Java, puisqu'ici c'est de la publication Selenium pour Java. Je vais fabriquer les fichiers Java, et on va regarder à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Ici, mes tests Java sont générés. Et donc, on utilise ici du JUnit et on retrouve les différents jeux de données tels qu'ils ont été précisés pour ce scénario-là. Donc, on doit avoir 24 lignes ici. Et puis, le déroulement du test avec l'utilisation de ces données dans l'exécution du scénario. Donc, cette partie-là est en fait directement à partir de Jest. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on peut décider finalement de l'intensité d'exécution de ce scénario-là sans même avoir besoin de faire appel à l'automaticien de test. L'analyse fonctionnelle peut bien décider lui tout seul de dire, non, finalement, il y a une partie de ces cas-là qui n'ont pas tellement d'intérêt à être testés aujourd'hui. Voilà, je vais les enlever ici. J'en enlève un petit paquet. J'enlève cela, je les supprime ici. Je retourne dans ma publication. Je relance cette publication. Et à nouveau, j'ai mon scénario, mais cette fois, j'ai moins de lignes. On le voit là, les Internet Explorer, il y en a un peu moins. J'ai moins de lignes sur mon scénario et j'ai pas été obligé de rentrer dans le code pour faire cette modification-là, ce qui est toujours un peu difficile, on va dire, à faire pour un expert fonctionnel qui n'aurait pas de connaissances techniques. Voilà. Donc, j'ai fini cette partie démonstration.
Alors, on peut faire une petite modification. Allez, Michel me dit faire une modification. On fait une modification d'un scénario. Allez, on va modifier un scénario. Donc, voilà, je vais faire une modification relativement simple. On va dire, bah, j'ai sur ce scénario-là, voilà, je passe par ma création client, je vais vérifier les données, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de ne plus passer par cette étape de création de client sur ce scénario. Donc, je vais simplement supprimer ici cette ligne. Vous voyez qu'ici, hop, je retrouve mon parcours ici et Yest a montré, en fait, il a revalidé le scénario qui était présenté. Et puis maintenant, on ne passe plus par la création. Hein, donc, on le voit même graphiquement. Et puis, donc, si je refais ma publication, eh ben, je vais retrouver tout simplement ici, hein, je republie mon scénario, à nouveau, toujours le même. Et si je le relis, maintenant, le passage par la création du client a disparu de la suite des actions réalisées. Donc, très, très vite, je peux adapter mes scénarios, que ce soit en termes de données, que ce soit en termes de parcours, de déroulement, et puis, refaire une publication et avoir des scénarios prêts à être exécutés. Donc, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas mobiliser un automaticien de test pour faire la moindre évolution sur mes scénarios de test. Alors, on va passer à la session questions-réponses. On a quelques questions. Alors, on nous demande si l'outil Yes est interfaçable avec des bases de données déjà peuplées. La finalité étant d'exécuter les scénarios de test sur des données en copie prod. Alors, la fonctionnalité de gestion des jeux de données est tout à fait récente, hein, puisqu'elle est sortie il y a 10 jours, donc c'est la raison de ce webinaire. Hein. Donc là, on est plutôt sur l'alimentation des données. Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore développée, mais qui est dans les plans, en tout cas, qui aura des formes certainement spécifiques en fonction du contexte. Hein, de même que les publications finalement peuvent être personnalisées, l'alimentation le sera aussi. Et donc, on pourra aller récupérer des données à partir des bases et construire finalement des jeux de données appropriés à partir de là. Un autre participant nous pose la question de coupler un ticket VSTS, c'est ce que c'est, non, à un cas de test écrit en Gherkin dans Yest. Un Visual Studio. Visual Studio, je pense, oui. Avec un cas de test en Yest. Écrit en Gherkin dans Yest. Ah, alors, alors on sait, en fait, aujourd'hui, on sait produire. Alors peut-être que je peux vous le montrer ça. On sait, oui, j'ai la publication Cucumber ici. On sait produire. Alors, il faudrait que j'aille chercher le projet. Produire un scénario de test sous une forme Cucumber à partir de Yes. Donc ensuite, alors ici, l'adaptation qui en est faite, en fait, va chercher les mots-clés directement dans une implémentation Java, mais on peut très bien imaginer d'aller les chercher en C#, j'imagine, ça va être ça. Et donc, avoir un peu le même processus de fonctionnement dans cet environnement. On nous demande si on peut générer des scripts en Perl. Oh bah oui, bien sûr, si on veut. Hein. Alors, il y a toute comment dire, il y a tout un éventail d'environnements de publication. Il y a même, j'ai l'habitude de dire que on a même un publisher dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que sur ce publisher, vous pouvez définir et modifier vous-même la façon dont les fichiers sont générés. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait, par exemple, du Robot Framework. Donc, donc ça a été nous le héros là-dessus. On a une production de tests pour Robot Framework.
De la même façon, on pourrait générer des scripts dans n'importe quel langage à partir de là, avec les données qui sont finalement issues de ce qu'on a construit dans Jest. À part ça, il y a aussi la possibilité de faire un publisher spécifique que nous, on peut faire pour vous, qui produira du script Perl si ça a du sens pour vous. Une autre question, les tests automatisés sont générés pour Selenium, ce qui permet de gérer le côté interactif. Mais existe-t-il une capture de ce qui a été modifié dans les bases de données, notamment pour les tests de non-régression? Est-ce que la question est claire déjà? Alors, je pense que la question, elle se rapporte à un problème qu'on rencontre assez souvent, qui est celui du faux positif ou du faux négatif, plutôt du faux négatif en l'occurrence. Alors, la façon dont ça se déroule classiquement, je dirais, par rapport à ça, c'est de dire, avant d'exécuter le test, on va vérifier, ou au début de l'exécution du test, on va aller vérifier que les données sont effectivement disponibles pour éviter de planter le test en cours de route, simplement euh, parce que comment dire, les données ne sont pas présentes. Et donc, on peut dire ce genre de choses directement dans Yes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la vérification de mes données crédit avec mon temps duratif de bien. Par exemple, le type de bien, en l'occurrence, il est détaillé sous forme d'un matériel. Ben, la moindre des choses, ce serait que ce matériel soit présent dans ma base. Donc, je peux faire ça au niveau d'un script d'initialisation spécifique. C'est-à-dire que à chaque fois que cette action sera appelée, on mettra dans l'entête du scénario un appel à une action. Alors ici, je vais reprendre quelque chose qui existe déjà, hein, juste pour le montrer. Mettons, je vais faire un check text. Je vais dire que c'est, je sais pas moi, ID base. Et puis, je vais aller vérifier que le matériel est disponible. Voilà, je choisis le matériel ici. Alors, comment ça va se matérialiser dans mon scénario? C'est qu'en fait, ici, vous voyez maintenant, j'ai dans chacun de mes scripts, si je passe par cette action-là, j'ai un check text idée base avec le matériel qui est utilisé dans ce scénario. Donc ici, voilà, Home Cinema Samsung sur un autre scénario, etc. Donc ça permet de vérifier. Alors ici, j'ai fait évidemment une action très élémentaire de check, mais en fait, on peut, avec ce mécanisme de définition de mots-clés, on peut avoir des mots-clés qui soient spécialisés là-dedans, qui vont aller vérifier l'état des données avant de rentrer dans le cœur du scénario. Et donc, quand on republie ça, hein, hop, 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 publier. Ici, donc dans sa forme Java, il y a une distinction très claire de ça, c'est-à-dire qu'on a une présentation, un before en fait dans le script, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, ça dépend des environnements, mais de toute façon on aura une séquence complète dans laquelle on verra apparaître ce check en tête du scénario. Et donc on va pas s'épuiser à se dire bah oui mais pourquoi est-ce que ça a échoué à ce moment-là? On peut déjà introduire cette vérification dès le départ, ce qui est une pratique qui se fait régulièrement, sauf que là, on le déclare de manière unique. Hein, je l'ai indiqué uniquement une fois dans mon interface de publication ici, et puis bah, ça a affecté chacun de mes tests, et chacun de mes tests a été adapté avec ça. On va prendre une dernière question qui me concerne d'ailleurs. Existe-t-il des licences d'évaluation de Jest? La réponse est oui, et il suffit de nous contacter. Et avec cette dernière question et dernière réponse, nous allons mettre fin à ce webinaire en vous remerciant d'y avoir participé. Vous recevrez dans quelques jours ou demain, je pense, un mail avec qui pointera sur une vidéo vous permettant de le revoir ou de le montrer à d'autres personnes. Et encore une fois, on vous remercie de votre présence nombreuse à ce webinaire et on espère que vous serez aussi nombreux la prochaine fois. Merci beaucoup à tous.